Salut tout le monde, ici Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, et bienvenue à notre forum public virtuel. Alors ce soir, on a la belle visite de notre conférencière, c'est la ministre du Développement international, Karina Gould. Ce soir, on va discuter des questions qui sont pertinentes au développement international. Je sais, parmi plusieurs fois soit par des lettres ou soit par des messages téléphoniques ou par des rencontres en personne avant la pandémie, que le développement international est un dossier très cher à mes commettants. Alors, j'ai pensé que c'est une bonne idée d'avoir la chance de discuter cette question-là en compagnie de la ministre du Développement international. So, hi, folks. Welcome to tonight's virtual town hall. And tonight's subject is going to be on international development. I'm really glad to talk about this issue, especially with our very special guest, the Minister for International Development, the Honorable Karina Gould. And the reason why I think this is a really important subject is because we've had many telephone calls, emails, letters, and of course, in-person meetings from so many of you who are deeply preoccupied by this and deeply supportive of international development. So this is an opportunity for us to have a really good and frank conversation. And let me, if I could ask my team to introduce or to bring in our guest of honor, the Honorable Karina Gould. There she is. Hi. Hey, welcome to Hull-Aylmer. Bienvenue à Hull-Aylmer de notre forum public virtuel. Et on est vraiment, vraiment heureux et content de vous avoir avec nous aujourd'hui, chers collègues. Si je peux juste vous présenter Karina, ce soir, je dois vous dire que Karina, c'est un grand ami. On s'est fait élire la même année en 2015 et Karina elle représente la circonscription de Burlington dans le sud-ouest de l'Ontario dans la Chambre des communes. Diplômée de l'Université McGill et de la University of Oxford, la ministre Gould est passionnée par le service public et le développement international. Avant d'être élue députée de Burlington, la ministre Gould a travaillé comme spécialiste du commerce et de l'investissement à la Mexican Trade Commission à Toronto, consultante pour le programme des migrations et développement de l'Organisation des États américains à Washington. Et elle a fait du bénévolat dans une orphelinat au Mexique pendant un an. La ministre Gould est solidement enracinée dans sa ville natale de Burlington. Elle est une membre active de sa communauté et un défenseur des enjeux liés aux femmes et du logement abordable. Elle a fait beaucoup de bénévolat dans sa circonscription et elle est vraiment impliquée. She lives in Burlington with her husband and her new-born son, who is just a little bit older than my grandson. And with the birth of her son, Minister Gould became the first federal cabinet minister to have a baby while holding office. She's passionate about breaking down barriers for women, youth, and underrepresented groups. She's a great friend, and I'm really pleased to introduce to you Karina Gould. Oh, wonderful. Well, Greg, thank you so much for having me today. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous et avec les commettants de Hull-Aylmer. C'est un grand plaisir pour moi, toujours, quand j'ai l'opportunité de parler de développement international avec les personnes qui sont passionnées comme moi. So I'm really looking forward to this conversation. So thank you for having me. Well, it's a real pleasure to have you here. And so to explain to people who are watching, either on our Engage Parl website, I am asking people if they could write their questions down. So just using that chat function just to be able to put your questions there, and then it will be brought up, and I'll read them out in both English and French so that people can understand it. And we'll get through those questions. Please use the forum tool in the Engage Parl website. Just type in your questions there, and we'll go from there. You'll see that just below the video. So you'll see that little section there that says a form, and just
click on that and start typing your questions. Alors, vous pouvez poser votre question. On vous demande dactylographier vos questions. Juste en dessous de la vidéo, vous allez voir qu'il y a une section qui s'appelle Forum. Vous pouvez juste commencer à taper votre question là-bas. Et puis moi, je vais lire des questions à la ministre dans les deux langues. Alors, vous pouvez poser la question dans n'importe quelle langue, la langue de votre choix, mais moi, je vais le présenter dans les deux langues pour que tout le monde puisse avoir la chance de comprendre ce qu'on va dire. Une autre chose que je devrais vous dire, habituellement, on continue jusqu'à 9 h le soir et moi, je vais être là jusqu'à 9 h, mais malheureusement, la ministre doit nous quitter à 8h30 pile. Alors, on va faire notre possible pour bien répondre à vos questions, d'entamer une belle discussion et d'explorer les options ensemble dans les 54 minutes qui nous restent. So, folks, the minister is going to have to leave us at 8:30 sharp, but we'll have an opportunity to continue chatting if you so wish until as late as 9 o'clock. I actually have to return back to a House committee tonight, so I certainly will have to leave by that time. So let's start off with some questions. Is that all right with you, Karina? Yeah, great. I'm looking forward to it. Great. Well, look, first off, I think I think what's important just to set the tone is, most people in Hull-Aylmer do understand international development, but some people always ask the question, charity begins at home. We should start here. Why do you think that Canada should be investing in international development? Alors, en français, pourquoi pensez-vous que le Canada doit investir dans le développement international? Yeah, it's an excellent question and one that I am very passionate about. I believe first and foremost that Canadians are global citizens, right? And so we need to be investing and engaged in the world. And one way to do that is through international development. But I also think that the pandemic that we're currently living through just demonstrates how important it is and why it's important that we do international development work, because in no time, at least in my recent memory, and I'm sure for you and for others on this call, can we truly understand how interlinked and interconnected the world is, how the health and safety of someone on the other side of the world directly impacts the health and safety of someone here in Canada. And that's just one example with the pandemic, but you can take that to other issues of migration, of climate change, of poverty eradication. We are one world and we are connected. And so Canada, by making these investments, by being active on the world stage, is not only helping people in other places around the world, but we're also, helping Canadians. I believe that that's very important, recognizing the connection between Canada and the rest of the world. Karina, quand vous avez travaillé dans le développement international avant d'entrer en politique, pouvez-vous décrire vos expériences, ce que vous avez fait au Mexique ou ailleurs dans le monde? Oui, j'étais vraiment... mes yeux étaient ouverts quand j'étais au Mexique. Je suis allée quand j'ai eu 18 ans et j'étais une bénévole. L'an dernier, alors? Oui, l'an dernier. Moi. Mais il y a quelques années, quand j'étais allée au Mexique, j'étais bénévolat dans une orphelinat, comme vous avez mentionné. Et c'était la première fois que j'étais exposée vraiment aux pauvreté extrême et que j'ai vu les conséquences d'être pauvre dans un pays où il n'existe pas un système social. Filet social. Exactement. Ouais. Alors, pour moi, c'était quelque chose qui, comme j'ai dit, m'a ouvert mes yeux. Et quand j'ai retourné au Canada, j'ai voulu faire quelque chose. Alors, j'ai étudié, je voulais étudier le développement international, mais j'ai décidé de changer. J'ai étudié la science politique et les affaires latino-américaines, oui. Latino-américain. Mais j'ai travaillé aussi dans l'Organisation des États américains, qui est comme l'ONU, mais seulement pour l'hémisphère de l'Ouest. Alors, j'ai travaillé partout dans l'hémisphère, surtout
sur les enjeux de migration. Et vraiment, dans l'hémisphère de l'Ouest, et c'est le cas dans plusieurs autres pays, mais la migration, c'est vraiment une réponse à la pauvreté extrême, particulièrement dans l'Amérique centrale. Et c'est la pauvreté extrême, c'est le conflit, c'est la sécurité, l'insécurité que les gens se font face. Alors, pour moi, j'ai vraiment vu que le développement, c'est un des meilleurs façons et outils pour s'adresser et s'attaquer à ces enjeux-là et pour aider les gens de faire leur propre destinée dans leur propre pays. Alors, pour moi, c'était quelque chose qui m'a vraiment inspiré beaucoup et ça me guide beaucoup maintenant dans mon travail. You mentioned COVID-19 has really pointed out some of the fault lines and the importance of being involved in international development. I was wondering, how do you feel? What is Canada doing on the international stage to help other countries or developing countries deal with the virus? Well, Greg, I'm actually really proud of the response that Canada's had internationally when it comes to COVID-19. Right from the get-go, early in April, we announced $200 million in support, both humanitarian and health supports through the WHO, through the World Food Program, through UNHCR, other UN agencies, and also directly to countries. So one of the things that we did that not necessarily a lot of Canadians know about is that we provided support to PAHO, which is the Pan American Health Organization, which ended up basically sending PPE throughout Central America and the Caribbean that just quite frankly don't have the purchasing power to make those important purchases on their own. And so Canada was able to help directly with that, which is really exciting. And actually our Canadian Armed Forces sent a plane to make those deliveries. So we did some really important work. We also provided $13 million to the World Food Program, which, as many of us recall, in March, so many countries shut down their borders, they closed their airports. And what ended up happening is that there was no commercial air service even for humanitarian operators, right? And so we ended up supporting the World Food Program, which meant that they could make those they could get humanitarians into places in need, and they could get PPE and other necessary supports into those like really hard hit, most kind of difficult places on earth. So we responded very quickly, very rapidly. And then since then, we've pivoted about $300 million of our existing planning for this year to address COVID-19 in a whole wide range of ways. But then we also were one of the first and largest contributors to the COVAX AMC, which is, this. What's that? So the COVAX AMC is basically this really exciting global initiative to procure and secure vaccines for developing countries. And Canada is actually the second largest contributor, I believe, to this. And we were instrumental in getting this set up. And the Prime Minister made a commitment very early on that Canada was going to work to make sure that there was an affordable, accessible, equitable vaccine for everyone in the world. And we are currently delivering on that. And there's a whole bunch of other things that we're doing that I'm very excited about that I think have really put Canada at the forefront of the global response, and we've really stepped up in a big and meaningful way. That's really important, and it's good for us to say that because we can't let these problems just exist on other people's shores. I mean, it's really important for us to go help people where they're at, right? Yeah, and like, let's be honest, when it comes to COVID-19, until everyone on the planet is safe, no one on the planet is safe. And so, it really is incumbent on all of us as Canadians, as global citizens, to be working together in collaboration, in cooperation, because this isn't an issue that one country on their own can solve. We're only going to be able to deal with it
in a multilateral context and in a global way. And so Canada really has been working to kind of build that collaboration, build that cooperation. And, we're seeing that play out with what I think is, it's unique. It's never happened before in human history with the COVAX AMC, where you have, I think it's 170 countries that have come together there's self-financing countries that are going to purchase vaccines for themselves, but then they're also, making sure that developing countries have access as well, which I think is really, really exciting. On that front, on the COVID aspect of it, so I guess there's a sort of a two-parter question, is that, je vais poser ça en français. Quel a été l'impact de la crise COVID sur la communauté internationale du développement dans son ensemble? Alors, y compris non seulement les pays qui sont affectés, mais pour les organismes à but non lucratif ici au Canada, dont plusieurs se trouvent ici dans Hull-Aylmer. Oui, c'est l'impact de le COVID-19 sur le développement international, comme dans tous les aspects de notre société et économie, était vraiment impacté. Dès le début, nous avons travaillé avec les ONG, avec les partenaires canadiens et partout au monde pour assurer qu'on pourrait continuer notre appui, qu'on pourrait être plus flexible avec eux parce que leurs activités dans les autres parties du monde ont changé drastiquement. D'une journée à l'autre, ils étaient, comme nous, ils ont dit qu'ils doivent rester à la maison et que ce soit. Alors, nous avons travaillé de main en main avec nos partenaires pour assurer qu'ils pouvaient... Oui, avec une certaine distanciation physique. Exactement. Et aussi, les donner un peu de flexibilité et des fois de plus d'argent pour acheter les équipements de protection personnelle, pour revoir leur protocole. Et bien sûr, c'est pas seulement la réponse au COVID-19, mais c'était toutes les autres activités qu'ils étaient en train de mener. Enfin aussi, si vous pensez à des autres services de santé, ils ont été impactés aussi. Si vous pensez à des activités économiques qui travaillent avec les agricultures ou que ce soit, tout était affecté. Alors, nos officiels dans GAC a travaillé avec tout le monde pour voir comment on pourrait soutenir leurs activités, comment on pourrait travailler avec eux pour toujours réaliser leur but, mais voir dans quels instants ils devaient changer un peu leurs activités parce que ces activités ne pourraient pas prendre place dans le contexte où nous sommes. Wow. Et je vois qu'on a plusieurs questions qui ont été posées, mais si je peux juste avoir juste une autre question avant qu'on passe aux autres. Many of my constituents here in Hull-Aylmer are public servants, and they have quite a bit of knowledge about the statistics related to international development funding. Here's a tough question. Are we doing enough to meet our international obligations? Well, I think we acknowledge we can and should be doing more. The Prime Minister in my mandate letter last November, wrote to me to increase Canada's official development assistance every year, working towards 2030. And then that was reconfirmed again in the most recent speech from the throne that Canada will increase our development assistance. I would say that in response to this pandemic, we have. We announced in July $120 million new dollars, when it came to responding. The response for the COVAX AMC is all additional resources. And then the Prime Minister, who's co-hosting with the Prime Minister of Jamaica, a financing for development
process through the United Nations, just last month announced an additional $400 million for humanitarian and development support for this fiscal year. So already this fiscal year, we've announced close to over $1.1 billion, much of that new resources. And I think that there is a recognition that particularly right now, there were huge challenges before COVID-19, and those challenges haven't gone away. In fact, they've actually gotten worse. And when we think of the struggles that we have here in Canada, I mean, we're facing a very challenging economic situation here at home, but in the developing world, it's so much worse. And so really recognizing that, while we absolutely need to, make sure our own house is in order, we have to be, responding and responsive to the needs of people in countries around the world as well. Because again, this is a global challenge that we're in, and Canada truly recognizes that we need to be, responding and leading as we move forward. Yeah, well, my mother, who is of Jamaican origin, I have to tell you, I follow very closely what happens with Prime Minister Holness, and I do know that he has recognized Canada's leadership and co-leadership on this file. On a une question de Jacques qui nous pose une question très, très dure, mais c'est important à poser cette question. Le Canada contribue à la fuite des cerveaux et des capitaux des pays pauvres vers nous, les pays riches. Partant de cette prémisse, comment expliquer que le développement international à l'ancienne puisse contrebalancer ce phénomène? OK, alors c'est vraiment une question dure, mais vraiment, comme vous avez mentionné. Bon, il y a un programme que je crois est vraiment important que le Canada a, et c'est le programme de bourse canadienne. Il y a des bourses pour les pays francophones, africains en particulier, mais aussi des pays du Commonwealth. Et une des choses de ce programme que je crois qui est important, c'est que c'est des bourses pour les professionnels, les fonctionnaires des pays en voie de développement qui viennent au Canada, ils étudient, et puis ils doivent retourner à leur pays pour amener ces connaissances de retour à son pays. Et ça, je crois, c'est quelque chose d'important parce que c'est une opportunité pour donner de l'éducation, pour assurer les compétences des personnes qui sont vraiment brillantes dans leur pays d'origine, et qu'ils amènent cette connaissance de retour en son pays et ils l'appliquent là-bas. Alors, c'est une mécanisme, c'est un petit mécanisme, mais aussi, je crois que le développement international joue un rôle important pour essayer de créer un environnement où les gens peut-être vont décider de rester parce que la situation c'est meilleure. Alors, bien sûr, le Canada, c'est un pays d'immigration et nous donnons le bienvenu à tout le monde de partout au monde, et nous sommes plus riches pour ça. Mais aussi, une des choses qui est notre but et objectif avec le développement international, c'est d'essayer d'améliorer la situation économique, de dignité humaine, des droits humains, de démocratie, d'égalité entre les gens, le respect pour les droits des personnes LGBTQ, puisque c'est un environnement meilleur pour eux, où ils pourraient vraiment exercer toute leur potentiel. Alors, c'est le but de le développement international, et on travaille dans cette manière. Et si je pourrais ajouter une chose de plus, c'est que nous avons aussi des nouveaux instruments, outils, ici au Canada, comme une organisation qui s'appelle FinDev, qui est une institution de développement, de financement de développement. Alors, ils ont un intérêt de faire des investissements de la secteur privé dans des marchés frontières pour justement améliorer l'économie locale.
Excellent. On va revenir à l'Afrique dans un instant, mais une deuxième question, a second question which we have, which is from Pat, who I've met with on a number of occasions, and she first would like to thank you for your leadership on the international development. Her organization, the Grandmothers Advocacy Network, GRAN. I would like to congratulate her and the Prime Minister on recent investments in COVAX and humanitarian aid. They were also pleased to see a commitment in the speech from the throne for increasing aid. Pat's question is, what can we expect next? Additional investments in COVAX AMC, more investment in climate change adaptation in sub-Saharan Africa? What would be a good response for Pat? Oh, it's an excellent question, and it's never a good idea to put the cart in front of the horse in our line of work. And I'm sure that the Prime Minister is going to have some additional announcements. So I can't. Don't want to scoop ourselves. I don't want to scoop him. But I think in terms of upcoming priorities, certainly global health remains a top priority. The COVAX AMC still requires additional funding. However, I mean, Canada is the second largest funder after the UK right now, I believe. And so I think we would like to try and crowd in some more donors into this space with additional resources, as Canada has contributed quite significantly. But I think when it comes to global health, I mean, it's not just vaccines, right? I mean, in the news here in Canada, we talk a lot about diagnostics, about tests. And, in the developing world, tests are extraordinarily important. Just as they are here, and they still need to have access to them. And the conversation about rapid tests and is really, really important in the developing world, where often they just don't have the same kind of lab capacity. I remember earlier in the spring, I believe I was, I won't say the country because I don't want to get it wrong, but I was talking with one of my counterparts in Central Africa, who was saying that they have one lab in the entire country. And so even if they could do 10,000 tests a day, they can only process 500, right? Yeah. And so, the bottleneck is. Yeah, so that's where the bottleneck is, right? And so, working on different solutions for that. And then two other areas that I think are important in global health are the therapeutics, because, again, here in Canada, in the northwestern world, we have more readily available access to ventilators and medical oxygen and ICU beds. I remember again early on reading a report that in Kinshasa, they had 58 ventilators total, right? But I didn't know if they had a single person who knew how to use it. And so there's making sure there's access to different drug therapies that can help, with COVID. And then there's also the whole kind of health systems part of it, which is the training of healthcare workers. It's the logistics of distributing things. So, I mean, when we're thinking about vaccines, it's one thing to have a vaccine developed, but then you need to have the cold storage. You need to have all of the logistics capacity that's out there. So it's maybe not as sexy to talk about, but I think that those are some of the things that we're certainly thinking about and working on. And then, of course, climate change. It hasn't gone away. In fact, no, it has not. we are seeing the impacts of it. Even here at home, right? And so, of course, this is going to be a big part of what we're doing. And just to note that the first tranche of our climate financing that we announced after the Paris COP meeting is coming to an end this fiscal year. So we're moving into the next transition. So there will be stage yet. So there will be more to say on climate financing as well.
So yeah, there's lots going on in the hopper. And if I could just say, like, I love GRAN. I think your organization is so wonderful. I've got a fantastic GRAN chapter in Burlington who I go to their advocacy day that they have in front of City Hall, and it's just wonderful. So thank you for all of the tremendous work that you do. They've been doing amazing work, and they are doing amazing work. And I certainly, there's no way, I don't think there's one member of Parliament who does not have a connection to GRAN. En retournant à l'Afrique, les pays de l'Afrique, on a une question ici j'imagine que c'est Madame Touré. L'Afrique a 30% des réserves des réserves naturelles du monde. Une population la plus jeune qui augmente de façon importante, mais demeure le continent pauvre. Le Canada dispose de la technologie et des ressources pour investir, mais aussi les Africains canadiens ou les Canadiens d'origine africaine ayant un très bon niveau, d'éducation et un niveau d'éducation très élevé. Mm-hmm. Comment faire pour orienter la coopération canadienne vers un développement gagnant-gagnant en utilisant ces ressources? Oh, bien sûr, c'est une question excellente. Et ce que je dirais, c'est que quand j'étais en Afrique et quand je parle avec mes contreparts africains, ils parlent toujours d'avoir une relation plus multidimensionnelle. C'est pas seulement l'assistance internationale ou l'aide de développement international, mais c'est aussi une relation de commerce. Et reconnaissons qu'il y a des opportunités, alors soit avec les ressources naturelles, soit avec l'infrastructure ou même avec les services. Alors, c'est l'opportunité de penser plus grandement quand on pense en Afrique. Et c'est quelque chose que notre gouvernement est très intéressé à faire. C'est une des raisons pourquoi nous avons établi FinDev, qui fait des investissements, par exemple, une entreprise ici à Toronto qui fait des investissements dans l'énergie renouvelable et ils ont des projets en Afrique qui sont bons pour l'entreprise ici au Canada, mais aussi pour le développement durable en Afrique, oui. Exactement. Et des vocations. Alors, c'est quelque chose qui est important. Aussi, nous avons une programme très intéressant avec une organisation que je ne sais pas comment on dit ça en français, mais AIMS, the African Institute for Mathematical Studies. Oui. Et c'est basé à Rwanda et Sénégal. Et c'est l'institution de Neil Turok. Est-ce que c'est lui? Excuse-moi. Peut-être. Continue. Peut-être. Mais c'est vraiment intéressant parce que l'idée, c'est vraiment de fournir la capacité des mathématiques, des sciences en Afrique et qu'ils restent en Afrique parce qu'il y a beaucoup d'Africains brillants qui viennent ici au Canada, aux États-Unis, en Europe pour faire des études, ils restent là-bas. Alors, comment est-ce qu'on pourrait aussi établir cette présence importante sur le continent? Alors, le Canada est un des principaux contributeurs à cet institut. Alors, nous essayons de faire une relation avec l'Afrique qui est plus multidimensionnelle, qui est plus complexe, qui reconnaît exactement ce que vous avez mentionné. Je pense que c'est la même institution de M. Turok qui était, lui, c'est un génie en physique, puis il est venu ici au Canada pour diriger le Siggy Center in Kitchener-Waterloo. Et la conception qu'il a eue, c'est que le prochain Einstein va venir des pays de l'Afrique. Alors, il a voulu leur donner une façon de créer cet institut pour qu'ils puissent apprendre des leçons, des études avancées en mathématiques, en physique, pour un jour identifier la prochaine personne qui va changer, qui va révolutionner le système mathématique ou physique naturel du monde. Exactement.
The next question we have is from Diane, who says that international development used to take up an important part of public sphere conversations, not to mention a much more important part of the federal budget. With countries around the world looking more and more inwardly in the open pursuit of their own national interests at the detriment of international regimes of cooperation and development, what is Canada going to do to truly commit financially and discursively to a long-term, robust international development security posture that reflects the urgent priorities of racial justice and the global climate crisis espoused by its up-and-coming majority constituents, and she's referring to millennials and Gen Z folks? Well, technically, I'm a millennial, so I I support those. I'm an Xer. Yeah. I support those objectives, but I think that that's exactly what I was mentioning earlier on, is that the Prime Minister has made those commitments with regards to the most recent speech from the throne. There was a line in there about Canada spending more on international development, and part of what I see my role as Minister of International Development is to bring this conversation in a much more robust way into the public. One of the things that certainly shocked me during the last federal election was when the Conservative Party of Canada ran on a platform of cutting international assistance by 25%. And in a sense, that shocked me, but it didn't shock me that much. But what shocked me more was that there was no great public outcry about it. And I think that for me was actually the more concerning part of it, is that Canadians kind of went, oh, okay, right? And obviously, the people who care about international development, who are very engaged, were outraged. But for the rest of Canadians, it was kind of like well, okay, whatever, and move on. And so for me, that meant that, wow, we need to do a much better job as a federal government, as people who care about development and who know why it's so important, of communicating this to Canadians. And so that's certainly been what I've been trying to do. And I think that COVID-19 presents, it's terrible, but it presents an opportunity to make those connections and to really illustrate why it matters. And I think that that's an important, one of my objectives is really to communicate that to Canadians, because I think there needs to be a much broader public conversation. And the other thing too that I think about a lot is that, we do such incredible work around the world, right? And there's always room for improvement, for sure. But I think Canadians should be so unbelievably proud of what we're doing. I think about when I was in Honduras and I was having dinner with LGBTQ activists who, quite frankly, were only doing what they're doing because of a micro grant from Canada. It's not big money, but it's the solidarity and it's the fact of enabling them to do what they're doing. I think of, a breakfast that I had with Indigenous activists in Guatemala, who, again, these women are on the front lines doing incredible human rights advocacy, and Canada's supporting them. And I think as Canadians, we can be so proud of that, but we don't necessarily know that we're doing this. And so, I think telling those stories is really important. And that's certainly something that, I try to do every opportunity that I have. But, precisely what you're talking about, fighting racial injustice and, fighting against climate change, trying to eradicate poverty and work for gender equality, this is the core of what we do in our international development work. And there are a lot of just truly tremendous stories that we should and can tell Canadians, that I think would elicit a lot of pride in the work that we do. I think Canadians would be, before I go on to the next question, I think Canadians would be very proud of the fact that we're playing this role for no other reason. Is that, as you mentioned in an earlier answer, we are a country of immigrants, and when I meet refugees in particular, and I'm not talking regular immigrants, but refugees who say, when they were, where they came from, and they felt almost abandoned, that the world didn't care for their existence. And the fact that we created a process for them to be able to come to this country, in a sense,
it just sent a message, and it's a very meaningful message to the individual who's involved. You matter. You're talking about those micro grants for LGBTQ activists in Honduras. It's just saying you matter. You have worth, and we see you. And I think that's a very important and humbling approach to all of this. And if I could just add on that a little bit, as you were saying that, I was thinking about my trip to the Congo earlier this year before COVID hit, and I visited an IDP camp, an internally displaced person, yeah. in Eastern Congo, Democratic Republic of Congo, and these are probably some of the most forgotten people in the world, but Canada was there, right? And Canada was providing shelter and safety and food and clothing to people who, quite honestly, the world doesn't think about. When I was in the DRC, I was meeting with our Canadian peacekeepers there, and they were saying, they read the reports, and if Canadians were to read this every day, they'd be shocked at what's going on in terms of the violence, but we don't hear about it. And the fact that the government of Canada is there, making sure that they have access to basic shelter and food is like really appreciated, and it's really truly humbling to see what we are doing, but as earlier questions, there's so much more to do, and that we can be doing as well. Isabelle nous écrit puis pose cette question. Nous savons que la COVID-19 augmentera le niveau de la faim dans le monde. Vous, Madame la ministre, et le Premier ministre ont dit que le Canada serait un leader en aidant les pays en voie de excuse-moi, elle a dit les pays, mais les pays en voie de développement en ce qui touche les impacts de cette pandémie sur la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que le Canada a fait et qu'est-ce que le Canada va faire? Oui, bien sûr, une question excellente. Et c'est un de mes plus grandes préoccupations. Quand les gens me demandent ce qui keeps me up at night. Me garde réveillée. Merci, me garde réveillée dans la nuit, c'est la faim. Et c'est le fait que ce qu'ils disent le Programme alimentaire mondial, c'est que le nombre de personnes qui sont dans l'insécurité haute du faim, de la nourriture, cette année va doubler de à peu près 120 millions à plus de 250 millions de dollars. Alors, j'étais vraiment encouragée quand le Programme alimentaire mondial a gagné le prix Nobel de la paix le vendredi dernier. Le Canada est un des plus grands contributante à cette organisation, et nous avons une relation de plus de 6 décennies avec ce programme. Vraiment, ils sont des héros du monde. Ils sont des personnes incroyables qui vont aux situations les plus difficiles. Et c'est vraiment, vraiment incroyable, et je suis vraiment encouragée qu'ils ont gagné ce prix. Alors, le Canada a augmenté son appui aux PAM. Nous avons augmenté notre appui à des organisations comme le FAO, Food and Agricultural Organization, à IFAD, the International Federation of Agricultural Development, et nous travaillons avec les partenaires canadiens comme the Canadian Food Grains Bank and other really important domestic NGOs who work in the food security space. C'est une de mes priorités pour notre réponse additionnelle. Comme j'ai mentionné, le Premier ministre a annoncé 400 millions de dollars de plus il y a quelques semaines pour la réponse au COVID-19. Et la réponse n'est pas seulement une réponse sanitaire, c'est une réponse à la pauvreté, c'est une réponse aux hauts enjeux de développement international. Et pour moi, la sécurité alimentaire, c'est fondamental. Si les personnes ont faim, ils n'ont pas avoir la capacité de leur système immune pour répondre au COVID-19. Si les gens sont faim et si les élèves ont faim, ils ne vont pas aller à l'école, ils ne vont pas
pouvoir étudier. Les filles peut-être vont rester à la maison, ils vont avoir des mariages précoces, ils vont avoir plus de couchement des jeunes filles. Alors, il y a plusieurs enjeux qui sont encore pires quand les gens ont faim. Alors, la sécurité alimentaire, c'est vraiment une priorité pour moi et on va avoir plus à dire sur ce sujet. Super, mais on va attendre ça avec impatience. Suzanne has asked us a question. Education requires a long-term investment to build institutional capacity of the government and existing education structures. It's not something that can be addressed through short-term humanitarian assistance or service delivery alone. Given the need for sustained investments in girls' education in the Sahel, what is the department, or what is, I'm assuming, what is Canada doing to address barriers to girls' education, especially in conflict-affected regions with large refugee and displaced populations? Another excellent question. So one of the mandate items that the Prime Minister gave me was to ensure that every year Canada's portion of education assistance is 10% of our international assistance envelope. And so we are quite close to that, and we're working every day to achieve it. But this is, building on the G7 initiative that the Prime Minister led on girls' education around the world. And so we have been doing some really interesting work with partners like UNICEF, the GPE, Education Cannot Wait. There's the Canadian Education Policy Working Group that brings together a bunch of Canadian NGOs that are working in this space as well. I'm currently in the process of developing an international campaign to try and make sure that every displaced child, refugee or internally displaced, has access to education as well. Currently, I'm going to get the numbers wrong right now, but I think it's something like 40% of refugee children are not in school. And wow. We don't even really know the numbers for internally displaced kids, because depending on the country they're in. So in the DRC, for example, they have over 5 million people that are internally displaced. So there's we don't know the numbers there. So there's a lot of work to be done on this, but it is one of our main priorities. And as you say, this requires long-term investments and commitments. And Canada has, with a number of countries around the world, very robust and long-term relationships with ministries of education with whom we work. We do a lot of teacher training. We do a lot of education policy support work and technical assistance. And this is fundamental, because it's not about building a school, right? Like you need teachers, you need curriculum, you need a whole system, and that's what Canada is actually really good at, and what we do right around the world. I'm glad you raised that as well, because that gets back to the point that you made earlier when we were talking about you just can't hand over a piece of technology, and if you don't have people there's a whole process around it that making sure that it can be repaired, they have access to the missed pieces, that they have people who are trained and can pass on that training to other folks on how to operate it. I mean, there's a whole ecosystem which is involved when we're involved with technology transfer or investing in education. Well, and interestingly, I had this wonderful conversation with a Ugandan teacher in a Kenyan refugee camp. So he's Ugandan and he's in Dadaab refugee camp in Kenya, and just an absolutely brilliant individual. And we were talking about how to not just get kids back in school once it's safe to do so, but how to continue on with education throughout the pandemic, because we even see here in Canada the challenges around access to technology, to broadband for students here in Canada. Now imagine that in a refugee camp, right? And he was talking about the fact that he's trying to
be creative with different mediums of education. So being able to provide lessons over WhatsApp, right? Being able to drop off textbooks or worksheets at different houses. But he said one of the biggest challenges that he faces is, first of all, access to internet and broadband. But he was saying, sometimes people think, oh, we can just do lessons over the radio, but not everyone has a radio, right? Yeah. And then he said the biggest challenge, though, is evaluation, right? And because as a teacher, it's one thing to put lessons out there, but how do you have that engagement with students in a socially distant, safe setting, particularly when that level of technology is just not present, or so there's so much disparity amongst your pupils. So we've been having those kinds of conversations with educators as well, to try and see what we can do in innovative ways to support them be able to carry on providing education to their students. Absolutely right. And questions which are very similar to the questions that we have here. Stag a posé une question très sensible et une question très à jour. Qu'envisagez-vous de faire dans votre ministère? Et puis, j'imagine qu'elle parle de vous, puis aussi de François-Philippe Champagne, pour promouvoir la représentation des minorités racialisées, femmes noires, dans des postes clés au niveau international, notamment la représentation du Canada dans des organisations multilatérales, partenaires dans la mise en œuvre des programmes de développement international. Et puis moi, je vais juste ajouter un mot aussi pour représenter notre pays à l'extérieur dans nos missions, comme ambassadeur, ambassadrice du Canada. Absolument. C'est une question super importante et c'est quelque chose dont je suis vraiment engagée maintenant dans le département, parce que dès juin que nous avons eu des conversations vraiment importantes sur les questions de racisme, de discrimination systémique partout dans notre société. J'ai commencé des conversations dans le département aussi. Je sais que le département a une championne maintenant pour combattre le racisme et avoir plus d'inclusion. Il y a des conversations vraiment importantes qui sont en train de prendre lieu dans GAC maintenant. Mais je suis en train de parler chaque semaine avec ma sous-ministre sur cette question. Et j'ai aussi eu des conversations avec des jeunes fonctionnaires en GAC aussi, qui ont soulevé cet enjeu. Ils ont dit, pour nous, c'est difficile parce que quand nous sommes à l'extérieur, les personnes ne croient pas que nous sommes des Canadiens, parce que quand ils voient l'image des Canadiens, c'est une diplomate blanc, vraiment, non? Alors, comment est-ce qu'on pourrait changer ça? Et c'est quelque chose, donc, je suis vraiment en train de pousser ma sous-ministre et pousser mes collègues de voir et assurer que la représentation du Canada à l'extérieur de notre pays reflète ce que notre la diversité, oui, exactement. La diversité de notre pays. Oui, c'est exactement ça. Alors, nous sommes en train d'avoir ces conversations. Je vais noter que dès que notre gouvernement a été élu, maintenant, au niveau d'ambassadeurs et ambassadrices, c'est presque 50-50 hommes-femmes. Mais c'est pas, ça suffit pas d'être seulement représentant de manière d'égalité entre les genres. Ça doit aussi être une représentation de la diversité canadienne aussi. Alors, c'est une vraiment importante question. Et je vous assure que je suis vraiment en train de parler ça, pas seulement avec ma sous-ministre, mais aussi avec mes collègues d'affaires globales aussi. Voici une question. Here's a question that is it's a really good one, and it's in a sense it's addressed in part to me as well. But Minister Gould, I work for your department, but I am posting this question for both you, for both of you, as one of Greg's constituents. What is the level of understanding and engagement of parliamentarians on international development and assistance issues? How can we raise the profile and priority of this issue in Parliament?
I tried so hard when I was parliamentary secretary. I think you did a good job. Thank you. Because I would say that there's actually quite a high awareness, and I would say that most parliamentarians are like, I think in general they like the idea of international development, but it might not be their top priority because when they are and when they have to speak on a certain issue or they have to pick a priority, oftentimes the priority that they pick will be affordable housing in their riding, or economic support for this business, or whatever the case may be that's specific to their riding, or to the reason why they ran, or it's a domestic issue that impacts them and their constituents in a much broader way. But I think there is a general appreciation across all party lines. I've certainly have colleagues in all parties that are supportive and interested in international development. I just think that it's not always top of mind for parliamentarians, but certainly there are a number, I know within my own caucus, who are extraordinarily passionate about it, a la Greg. And others, for sure. With whom they raise really important issues with me all the time, and I'm really glad and grateful for that. But it's not as front and center, I think, as other issues. That being said, I think there is work to do in terms of understanding what international development is, because I think there are still a number of people who probably think that international development is building a school somewhere else, right? And I think that there is work to do on a deeper level, but I'm certainly trying, and I know great colleagues like Greg are doing that work as well. So yeah, I don't know, Greg, what do you think? Well, first of all, I do think that a lot of MPs do have a real knowledge of this. I was just speaking to, just by coincidence, a Conservative MP today whose family is very involved in international development, and he follows it very, very closely. He knows the importance of it. His daughter is quite involved with. Oh my goodness, I'm going to forget it. It's not. It's the UN food program that just, of course, just won the Nobel Peace Prize. And so he's very involved with it, very involved with the Canada-Africa Parliamentary Association, precisely because of that issue. He wants to see more attention being brought to this. I actually don't think it's the parliamentarians largely that are the issue. I think it's actually, we have to do more work for Canadians and understanding what the importance of it is to understand how big this world is. Canadian students, for example, university students, only 3% of them will study abroad for a semester, whereas in Germany it's closer to 30%. I think we need to encourage more of our students to go out just for a semester. It really changes your world. I know it had a deep and lasting impact on you, Minister, in terms of what you've been able to accomplish on the field. And I just think that potential is there. Look, we are coming up against a very hard stop at 8:30 for your participation. I'd like to thank you sincèrement pour votre participation ce soir, de votre franchise à répondre à des questions. On a plusieurs questions qu'on n'a pas pu avoir la chance à vous poser, mais Madame la ministre, j'ai une dernière pour vous. Avez-vous eu la chance depuis l'âge de 18 ans, en tant que ministre du Développement international, à retourner à cet orphelinat quand vous étiez en tant que ministre? Pas comme ministre, je n'ai pas allé comme ministre, mais j'ai retourné plusieurs fois. J'ai marié quelqu'un que j'ai connu quand j'étais au Mexique à ce moment, quand j'ai eu 18 ans. Alors, je retourne chaque année pour visiter notre famille là-bas, et chaque fois, j'aime
quand c'est possible, aller visiter cette orphelinat. Mais oui, c'est vraiment une belle expérience que j'ai eue et je suis tout à fait d'accord avec toi, Greg, qu'on doit encourager plus de jeunes Canadiens de voyager, de faire des échanges, de faire des expériences de travail à l'extérieur parce que en première, pour moi, ça m'a fait beaucoup apprécier le Canada et les opportunités et ce que nous avons ici dans ce pays merveilleux et incroyable. Mais aussi, ça m'a ouvert mes yeux au monde et ça m'a donné un intérêt de connaître des personnes des autres pays, de connaître les cultures, de vraiment essayer de comprendre et voir comment les Canadiens font une partie importante de la communauté globale. Alors, j'espère qu'une des choses qu'on prend de cette conversation, c'est une peu d'inspiration et motivation pour encourager plus de jeunes Canadiens d'aller, quand c'est possible, encore une fois, à voyager et avoir des expériences et connaître le monde parce que c'est vraiment un monde incroyable. Mais Karina Gould, ministre du Développement international, vraiment, c'était un privilège. Puis merci d'être avec nous ce soir avec notre forum public. Minister, thank you very much for joining us this evening. It was really great to have your very frank and authentic answers to many questions. Really do appreciate it and taking the time with the folks from Hull-Aylmer. Wish you a really good evening, and we'll see you in Parliament at the next occasion. Okay, well, Greg, thank you so much for inviting me and for having this conversation. I'm always thrilled to talk about international development, and thank you to everyone who participated for your just wonderful questions. And if you'd like, Greg, don't hesitate to send a couple to my office, and we'll do our best to respond, and then you can exchange as well. So, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Très bien. Alors, on peut continuer avec une discussion. Je vais faire mon possible de répondre à vos questions qui sont ici. Je dois vous dire que effectivement, je suis pas l'expert. Je suis pas un expert comme Madame Gould à répondre à vos questions, mais je vais faire mon possible. Et sinon, on va faire notre possible pour s'assurer que vous allez recevoir une réponse aux questions que vous avez mentionnées. So, folks, we have about another 20 minutes. If you would like to continue to asking questions, I'll be happy to give the answers as best as I can. And if not, we'll try to get you answers from the minister's office and department. Really, really just impressed with the kind of questions that you've been asking. Alors, moi, je vais aller à voilà la question. Voilà. Le Canada soutient l'égalité et finance des organismes en Afrique subsaharienne. Cependant, on constate que les fonds vont aux organismes d'envergure. Cette année, j'ai ouvert un centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles au Bénin, mais il m'a été impossible d'avoir du financement au Canada. Qu'est-ce qui est fait pour soutenir des personnes comme moi qui œuvrent dans le développement international sans pour autant travailler pour un organisme international? C'est une excellente question et on va chercher une réponse à votre question, Calas. Je peux vous dire que oui, ce qu'on trouve de plus en plus, c'est que parce que on ne finance pas à un niveau voulu le développement international. Souvent, on va aller avec, on cherche de financer des groupes et des organismes qui vont avoir tout d'abord un grand impact, qui ont c'est souhaitable d'avoir une feuille de route avec le gouvernement. Alors, c'est difficile quelquefois à déterminer que si on va financer un nouveau projet. Cependant,
il y a une façon de travailler en collaboration avec des organismes voués à développement international qui sont plus établis pour faire le travail, pour donner une valeur ajoutée à leur service. Alors, si vous voulez, on peut vous mettre en contact avec le ministère pour voir s'il y a une façon que vous pouvez collaborer avec d'autres organismes pour venir en aide à ce projet que vous avez décidé, vous avez commencé au Bénin. There is a question. In 2019, the House of Commons issued an all-party unanimous report that concluded, Canada can do more to support democracy around the world. To do so, it must put in place a comprehensive strategy for democratic development that will form the basis of partnership between the Government of Canada, civil society, and a new institution dedicated to the advancement of democracy. What are your views? Should Canada step up its role as a global leader for democracy promotion and strengthening? I think the question answers itself. Of course, yes, we would want to make sure that that's happening. We also have to make sure, I remember reading a book by Bob Ray called Exporting Democracy. And the central thesis was, of course, is that we have to always be mindful that our system of democracy has grown and developed organically over certainly over 150 years, if not longer. And we have to be mindful that, of course, the form of democracy that we would privilege might not be the form of democracy that would be entirely applicable in all places at all times. We have to take into account local conditions, and so I think that is. I think that's really an important aspect of doing so. That being said, and this is going to lead into the next question which we have. I think it's that should be an important part, and I agree with the committee report. That would be an important part of the range of development options that we have that we could offer the rest of the world. The reason why I think this is going to relate to a question by Catherine, pour continuer dans le même ordre d'idée de la question, à savoir si nous en faisons assez, est-ce que le Canada sera en mesure d'atteindre la fameuse cible de 0,7% de notre PIB dans les prochaines années? Catherine, je dois vous dire que ça, c'est une question que quand je faisais membre du comité des finances que je prônais à chaque année, que le Canada doit faire plus. Quand on est arrivé au gouvernement, on était à 0,21% de notre PIB voué au développement international. Maintenant, dans le budget de 2019, qui était le dernier budget qu'on a eu, parce qu'en 2020, avec la pandémie, on n'a pas encore eu un. Mais en 2019, on approchait 0,26% de notre PIB à l'époque dans le développement international. On est loin de 0,7%. Et moi, j'insiste, la meilleure façon pour l'atteindre, c'est de fixer des objectifs triannuels où on dit, OK, maintenant on est à 26, on veut aller à 28, on veut aller à 30, et continuellement de s'assurer qu'on va fixer des étapes dans les 3 ans. Plus que 3 ans, si on dit, oui, on va être à mi-chemin en 10 ans, ça devient un peu un vieux pieux. Il faut avoir quelque chose qui est beaucoup plus mesurable pour qu'on puisse créer une imputabilité envers vous. Alors, j'espère que
un jour, on va atteindre le 0,7% sur notre économie qui vaut plus que 2 billions de dollars par année. Alors, moi, je pense que ça va nous mettre dans un bon état pour rejoindre les rangs comme le Royaume-Uni ou comme la Norvège ou le Suède qui ont déjà atteint cet engagement international. Matthias asked a question. I want to ask about the Canadian Centre for Peace, Order and Good Government that was created in the last mandate letters. With the onset of COVID-19, problems of inequality, executive centralization, and other drivers of democratic regression are only becoming more exacerbated. Does a renewed investment in governance and democracy remain a priority for the Government of Canada and your team? It's a good question, but I will admit to you, Matthias, I don't know about the Center for Peace, Order, and Good Government. That was committed to in the last mandate letter. So I'm going to have to get back to you on that one. I don't want to pretend that I know about a file that I don't. So I will certainly endeavor to get back to you on that and let you know about where we are on the mandate letters. Just by the way, there is going to be since there's been a speech from the throne, there's expected that there will be a new series of mandate letters that will be released in the coming weeks. So let's look out for that and see if that still remains a priority for this government. And I'll also make sure to do a follow-up for that. Il y avait une question de Claude. Votre réponse à la question de l'aide du Canada vers le continent africain est appréciée. Mais est-ce que vous pouvez commenter sur la présence grandissante de la Chine dans cette région? Nous comprenons que ces derniers ont une stratégie très agressive dans cette région. Merci. Claude, je peux vous dire que moi, j'occupe le poste de vice-président du comité du groupe l'Association parlementaire Canada-Afrique et j'ai eu le privilège dans les dernières années à visiter quatre pays sur le continent africain. Et dans chacun de ces pays, on a vu la présence de la Chine et leur modèle de développement. Leur modèle est très différent de le nôtre. Ce qu'ils font, non seulement qu'ils vont poursuivre leurs intérêts commerciaux, ça c'est certain, mais la Chine aussi, ils vont importer leurs travailleurs pour travailler de là. Alors, oui, ils vont laisser une infrastructure en place, mais honnêtement, les pays africains nous disent que ils acceptent cette aide, ce soutien de la Chine, mais ils sont très au courant que c'est la Chine qui mène le travail, c'est la Chine qui font venir leurs travailleurs pour travailler là-bas. Et les retombées économiques, les retombées de transfert de connaissances n'est pas vraiment à la hauteur. Les pays africains préfèrent le modèle canadien qui travaille avec le peuple local pour créer des projets. Ceci étant dit, si on n'augmente pas notre contribution vers dans le domaine de développement international, de plus en plus, les Canada vont être laissés pour compte en comparaison avec la Chine et d'autres pays qui vont mettre de l'argent, qui vont investir beaucoup plus davantage dans ces pays-là. Alors, pour être vraiment franc avec vous, la Chine est a adopté une stratégie très agressive. Le Canada, si peut-être
on peut pas concurrencer la Chine avec les montants bruts qui investissent dans les pays du continent africain. Mais si on fait plus qu'on fait maintenant, moi, je suis convaincu qu'on va avoir notre aide va être plus appréciée et qui va apporter plus aux peuples qui sont dans les pays en voie de développement sur le continent africain. I'm just taking a look at the questions that you asked. I think I've captured all the question. My team is taking a look to see if there are any follow-ons. So I think, ladies and gentlemen, we'll bring it to an end there. I want to thank you once again for participating in this forum. It's in the first mandate as your member of parliament. We had a really great relationship and seeing each other quite often. We had 24 public forums, public town halls, most of them held at LUCO, and you came out and you participated in that, asked great questions, and it helped me in my job because so many of you are subject area experts on the issues that we dealt with. And because of your work, either in or outside of government, you were able to bring that to those town hall meetings. And we had every intention of repeating that process again. I just find it's really useful to me. I learn a lot, and when we have guests like the minister, it's useful for her as well to hear these ideas. Malheureusement, avec la pandémie, on ne peut pas avoir cette interaction en personne. Alors, on a décidé de faire des événements comme ça en ligne. Et ça c'est notre 3e ou 4e, je pense. On n'a pas fait ça assez souvent parce qu'on cherche toujours la meilleure façon d'accroître votre participation et de s'assurer qu'il y a un bon dialogue. Mais je pense que ce qu'on avait fait aujourd'hui avec ce nouveau site Engage Parle, je pense que c'est quelque chose qu'on va répéter à quelques reprises et on va tenter de peaufiner notre système pour s'assurer que vous pouvez poser vos questions et recevoir des réponses solides à tout ça. Alors, merci beaucoup de votre participation. J'aimerais vous inviter à notre prochain forum virtuel. Et ça aura lieu, les 2 prochains, c'est dans 2 semaines, le 29 octobre. Ça va être un micro ouvert. Alors, vous pouvez poser n'importe quelle question comme bon vous semble à votre député, puis je vais faire mon possible, moi et mon équipe, à être là pour répondre à vos questions. Alors, ça, c'est le 29 octobre et ça commence toujours à 19h30. Après ça, le 19 novembre, on va organiser un forum public sur le futur du parc de la Gatineau. Et ça, c'est un dossier qui est très cher. Comme vous savez, nous avons un incroyable joyau à la portée de notre circonscription. Et plusieurs personnes ont soulevé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger le parc? Comment est-ce qu'on peut accentuer notre accès au parc? Alors, quel est le futur du parc de la Gatineau? Alors, on va avoir cette discussion le 19 novembre. J'espère que vous allez participer en très grand nombre. On travaille pour avoir un conférencier de marque qui va assister à cet événement. Alors, j'espère vous voir à ce moment-là. So just to repeat in English, there are 2 more public forums, public town halls, which are going to be happening. So one will be on October 29th, and it's going to be an open mic. So ask any question that you would like to ask of me, and my team and I will do our very best to answer them fully and strongly. So come out on the 29th of October, again at 7:30 p.m. The next one following that will be on November 19th, where we're going to be talking about the future of the Gatineau Park. So many of you have contacted my office concerned about
the borders of the park, access to the park. How can we make sure that we can protect it so it can exist for years to come, and to the enjoyment of all. So let's have that discussion. We're hoping to have a really good guest speaker who is going to be joining us for that public forum. So keep a lookout, and we'll see you. If not on the 29th of October, we'll try to see you on the 19th of November. Thanks a lot, folks. Have a good evening.